Donc voilà. Eh bien, bonjour Patrick. Merci beaucoup de me recevoir pour pouvoir mener ce petit entretien. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez euh, juste me parler rapidement de vous, de votre situation actuelle? Qu'est-ce que vous faites pour remettre en situation Situation, oui. Alors moi je suis restaurateur de mobilier, donc principalement du mobilier qui s'étale grosso modo du début du XVIIe jusqu'à la fin du XVIIIe et depuis quelques années jusqu'au XXe siècle. D'accord. Auparavant c'était pas des époques que je travaillais beaucoup, mais avec l'avènement du design et toutes ces choses-là, maintenant il m'arrive assez fréquemment également de réparer des meubles comme de Prouvé par exemple, des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Bon, je vous avoue que les noms, après je ne connais pas très bien. Vous avez l'air d'avoir vraiment beaucoup de connaissances en restauration. Alors, la restauration, c'est vrai que c'est vraiment... Alors, au départ, c'était un métier qui était fait par les ébénistes. Et la restauration, c'était un petit peu, on va dire, un métier annexe pour eux. Alors que depuis maintenant une trentaine d'années, un peu plus, même une quarantaine d'années, la restauration, c'est vraiment un métier à part entière. Oui, il y en a qui font que ça maintenant. Ils font que ça, il y a un diplôme de façon à pouvoir acquérir, je dirais, les compétences et des choses comme ça. Alors qu'auparavant, c'était simplement les ébénistes qui devenaient restaurateurs. Et on a su un petit peu se séparer de l'ébénisterie, parce qu'auparavant les restaurateurs restauraient comme ils fabriquaient, alors que maintenant on restaure avec des techniques particulières à la restauration. Donc c'est plus du tout le même principe, la même conception. Parce qu'en fait, si on devait refabriquer les mêmes meubles, est-ce qu'on utiliserait les mêmes moyens que les restaurateurs aujourd'hui? Alors, on utiliserait les mêmes moyens que les ébénistes de l'époque, mais pas que les restaurateurs. D'accord. Parce que nous, on répare avec des techniques complètement différentes de la fabrication. D'accord. Voilà, on utilise des procédés qui sont complètement différents. On est plutôt dans un principe de déconstruction, modification, reconstruction. On n'est pas dans un principe de refabrication. Parce que je dirais que la restauration, ce qui est le plus important en restauration, je dirais même que c'est l'essentiel, c'est la conservation pour les générations futures. C'est-à-dire pouvoir pérenniser notre réparation, qu'elle soit réversible, qu'on puisse l'enlever et que ça pérennise l'objet pour les générations futures. Oui, et puis pour les futurs restaurateurs aussi. Voilà. Par exemple, pour prendre un exemple simple, auparavant, jusque dans les années 60, un pied de fauteuil était cassé, on coupait le pied, on refaisait un pied en neuf, contourillonné. Maintenant, on va conserver au maximum le pied ancien, on va refaire une pièce, une greffe, pour pérenniser, pour garder l'intégralité de l'objet. Oui, tout ce qu'on peut, Voilà, donc c'est un petit peu... Et c'est une bonne chose que notre métier ait évolué, et qu'il soit plus maintenant... Alors il y a encore certains restaurateurs qui travaillent avec des méthodes un petit peu ancestrales, mais voilà, ça fait pas des bonnes réparations. Ok, super. Alors, quel a été votre parcours de formation pour devenir ébéniste? Parcours de formation, je dirais un parcours bien classique au départ, ébénisterie. Donc, ça correspondait à quoi? Alors à l'époque, c'était CAP Bac Pro. D'accord, c'était en quelle année? Moi j'ai fait ça, j'ai commencé en 78, donc entre 78 et 81. Ah oui, d'accord. Ok. Ça remonte déjà quelques années. Donc, CAP Bac Pro. Après, j'ai travaillé un petit peu en ébénisterie, en agencement également. Alors, l'ébénisterie de l'époque, c'est pareil, était beaucoup plus axée sur le bois et beaucoup moins sur ça commençait avec beaucoup les panneaux, mais il y avait encore un peu d'ébénisterie traditionnelle. Voilà. Et puis, ça me plaisait pas trop dans le sens où le matériau nous échappait de plus en plus. Et j'ai eu l'occasion de travailler chez quelqu'un qui faisait de la restauration, donc ça m'a plu tout de suite, donc j'ai cherché une formation à ce moment-là en restauration, et je suis reparti refaire une formation de 2 ans en restauration de mobilier. D'accord, vous avez fait où ces formations? Alors à l'époque, c'était en Normandie, aux ateliers des métiers d'art du Château d'Eau. C'était la seule école qui formait des restaurateurs. D'accord. C'était l'ancien restaurateur en chef des châteaux de Versailles qui avait ouvert un atelier pour former des restaurateurs, parce qu'il s'était rendu compte, lui, qu'il n'y avait pas d'école. Il n'y avait que des ébénistes et il n'y avait pas de restaurateurs. Qui apprenaient la restauration. Il a ouvert cette école en 79.
et qui a duré jusque dans les années 2000-2010 à peu près, et qui a fermé après, qui a été repris par d'autres écoles. D'accord. Ok, super. Alors, vous êtes aussi meilleur ouvrier de France. Oui. Donc, ça s'est passé quand, ça? Alors ça, j'ai passé le concours en 2011, donc c'est beaucoup plus récent. Ouais. Voilà. Et alors, bon, après, c'est moins pour mon mémoire. Je veux dire, moi, je trouve ça très fascinant. Ça s'est passé comment? C'était quoi? Alors ça, c'est un petit peu un concours de circonstances dans le sens où j'avais déjà voulu le passer avant, et puis j'avais un petit peu renoncé, parce qu'à l'époque, la première fois que j'ai voulu le passer, il n'y avait pas le concours en restauration. Il y avait le concours en fabrication, mais pas en restauration. Donc j'avais abandonné parce que moi j'étais en restauration, j'avais pas la compétence pour présenter le concours en fabrication. J'avais un niveau en restauration, mais pas en fabrication. Et puis il s'est ouvert donc des classes qui formaient des restaurateurs auprès du concours de meilleur ouvrier de France. Donc une fois que ces classes se sont ouvertes, à ce moment-là, j'ai dit tiens, ce serait peut-être intéressant de le présenter. Et je connaissais donc mon ancien collègue, son employeur avait passé le concours lui en fabrication. D'accord. Et donc moi, il est venu 2-3 fois, on en a discuté, il m'a dit si, il faut que tu le présentes, et puis parce que c'est quand même un gros investissement, donc il m'a titillé un petit peu, et puis j'ai dit banco, je vais tenter le coup. D'accord. Voilà. Du coup, en restauration. Voilà, en restauration. Alors ça se passe comment? Parce que un concours de meilleur ouvrier de France, généralement tout le monde présente la même pièce. Alors là, en restauration, c'est... Alors, c'est pas toujours... Enfin, il y a une forme de liberté quand même dans le il y a... de France. Oui, mais... C'est-à-dire qu'il y a il y a on va dire un tronc commun dans lequel vous avez différentes choses à respecter, mais après, vous pouvez être libre. Par exemple, vous êtes en sculpture ou en marqueterie, vous êtes libre sur certaines choses. En restauration, c'est un petit peu pareil. Donc, le concours se présente en 2 parties. Vous avez une première partie qui est théorique, donc ce sont des classes de sélection qui sont purement théoriques. On va vous demander comment vous procédez à une réparation, techniquement, les bois à reconnaître, enfin vous voyez, toutes ces choses-là, l'histoire du meuble, voilà. Donc ça c'est une première partie. Si vous réussissez cette première partie, à ce moment-là, vous pouvez passer à la deuxième partie. Et là, la deuxième partie est vraiment axée sur la réparation et sur l'objet par lui-même. Et donc, dans cette deuxième partie, vous avez un cahier des charges. Moi, quand je l'ai présenté, il fallait présenter un bureau du XVIIIe siècle avec de la marqueterie, avec du coulissage, enfin avec différents critères. Et à ce moment-là, vous choisissez un meuble qui correspond à ce critère. Et c'est à vous de choisir le meuble. Voilà, pour trouver un meuble à réparer. Non, c'est assez compliqué. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un client qui a acheté un meuble à cette époque-là, qui correspondait aux critères. Donc, comme c'est des restaurations qui durent quand même sur du très long terme, donc je lui ai proposé de lui réparer son meuble avec des avantages, je dirais, financiers pour lui, et en échange de pouvoir présenter le meuble au concours. Ok, super. Et alors, avec ça, comment ça se passe une fois que vous apprenez la nouvelle, le résultat? Alors, une fois que je dirais que c'est le résultat, alors c'est un aboutissement en soi, mais ce qui est le plus important, je dirais, c'est tout le travail quand on est sur l'objet, quoi. Quand on est sur le meuble en train de faire le travail, c'est là où on est vraiment parce que faut atteindre entre guillemets la perfection quand même, puisque pour avoir le concours, il faut avoir 17 de moyenne, donc surtout sur l'ensemble de la réparation. Donc, il faut présenter votre meuble avant réparation à un jury sur lequel il regarde le meuble, quoi. Il regarde les différentes choses qui sont à faire, enfin les différents éléments qui sont à refaire, qui sont abîmés. Donc, vous présentez un projet de restauration avec un dossier où vous proposez votre restauration. Si le jury n'accepte pas votre restauration, à ce moment-là, vous êtes éliminé à nouveau. À ce moment-là, le jury peut accepter votre réparation avec certaines réserves et vous demande de revoir votre réparation. D'accord. À ce moment-là, vous refaites un deuxième dossier. Et si le jury accepte votre restauration au vu de votre dossier, à ce moment-là, vous pouvez lancer la restauration. Donc là, après, vous restaurez votre objet. Le jury vient en atelier au hasard, un petit peu comme ça, de temps en temps, pour voir comment ça se passe. Et en fin de restauration, à ce moment-là, vous envoyez votre meuble et il jurifie
Alors, bien sûr, vous avez fait pareil un dossier avec des photos au cours de la réparation, avec les différentes phases, qui doit respecter le premier dossier qui a été présenté. Et donc, le jury jurifie sur le résultat donné, au visuel, plus sur le dossier de ce que vous avez fait avec les différentes étapes, voir comment vous avez effectué les réparations, si vous avez bien respecté, voilà, toutes ces données-là. Donc ça doit pas être facile de proposer une restauration, parce que moi, ce que j'ai appris de la restauration, c'est que ça dépend surtout, ça dépend du client, ça dépend du budget, à quel point on va restaurer. Oui, alors là, là on n'est pas sur des questions de budget. Oui, et donc je veux dire, à quel point est-ce que vous restaurez le meuble quand vous êtes libre de cette manière, et qu'est-ce que vous gardez du patrimoine ancien du meuble pour ne pas changer? Pour le concours, c'est simple, c'est le maximum, on garde le maximum de choses possibles. Le minimum de réparation, c'est-à-dire quand il y a des petits bouchages, il y a des toutes petites pièces, des petites choses. Voilà. L'axe du concours en restauration de mobilier, c'est la conservation. C'est-à-dire le minimum de choses changées, le maximum de conservation. De type musée, en fait. Voilà, tout à fait de type musée. C'est exactement le même principe que quand vous faites un dossier pour la restauration d'un musée. Vous présentez un dossier de restauration, une étude avec un constat d'état. Enfin, on est exactement dans le même processus. Donc, après, bien entendu, il faut que la petite différence avec les musées, quelquefois, c'est que les musées, entre guillemets, alors j'aime pas dire ça, mais c'est souvent la vérité, l'aspect final leur importe très peu. Ah oui, esthétique. L'esthétique leur importe très peu. Eux, c'est vraiment la conservation, et ils préféreront avoir un aspect final proche de l'aspect avant restauration, plutôt que d'avoir une amélioration. Dans le concours meilleur ouvrier de France, il y a quand même une vision esthétique qu'il n'y a pas dans les musées. Donc il faut rester dans la base de conservation le plus possible, mais essayer d'amener ce côté esthétique quand même, c'est-à-dire avec un revernissage, avec essayer d'amener un petit peu, je dirais un petit plus esthétique qu'il n'y a pas toujours dans une restauration muséale. D'accord. Et donc après ça, est-ce que vous avez trouvé une différence dans votre travail avec votre rapport au client, avec ce que vous aviez à faire? Alors, assez peu pour être franc. Assez peu. On n'est pas dans des métiers... Alors, ça, c'est aussi des questions personnelles. C'est-à-dire que je n'ai pas non plus été, malheureusement, c'est pas trop ma façon d'être, c'est-à-dire que je ne l'ai pas suffisamment vendu. Ah oui, bon. Voilà. C'est-à-dire que ça peut apporter un plus, mais il faut le vendre. C'est-à-dire qu'il faut le vendre d'un point de vue... faut le mentionner sur la façade d'une façon plus ostentatoire. Il faut essayer de... vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Et moi, malheureusement, j'ai pas très bien su vendre je l'ai plus fait pour moi que pour, je dirais, ma clientèle future. Non, c'est très bien aussi. Ok. Donc, moi, je l'ai présenté dans un but plutôt de... Parce que vous savez, quand vous êtes dans un métier depuis très longtemps, vous essayez toujours de faire un bon travail, de faire des choses qui sont, on va dire, le mieux possible. Mais... Attendez, je vais peut-être vous enlever ça. Je m'excuse. Un peu de temps. Ne vous inquiétez pas. Mais malheureusement, notamment lorsque vous êtes installé depuis longtemps, vous ne connaissez pas forcément votre niveau. Vous espérez avoir un bon niveau, vous espérez faire des bonnes choses, mais vous n'avez pas d'étalonnage. C'est pas un peu comme dans une grande entreprise, vous avez des collègues, vous voyez comment ils avancent, vous pouvez vous étalonner. Lorsque vous êtes seul dans votre atelier, vous n'avez rien qui vous permet de vous étalonner. Et ce concours, quelque part, pour moi, ça a été, ça a été quelque chose qui m'a importé dans le sens où je voulais un petit peu savoir où j'en étais. Est-ce que j'allais le réussir ou est-ce que déjà j'allais pas le réussir, parce que ça vous n'en êtes jamais sûr. Et puis ensuite, ça permet de savoir par rapport aux collègues, parce que les gens qui jurifient le concours sont des gens qui sont, c'est les pairs dans le métier quelque part, c'est les gens qui sont le mieux dans ce métier-là. Donc, vous êtes vis-à-vis de vos pairs, ils vous disent, oui, c'est bien, allez-y, continuez, quoi. Et moi, je l'ai vraiment présenté un petit peu dans ce sens-là, et moi, c'est ce qui m'a fait plaisir. D'accord, donc c'est très bien, ça vous a vraiment confirmé dans votre métier, quoi. Voilà, tout à fait. Ok. Et en plus, vous avez fait partie, du coup, des premières années
de meilleurs ouvriers de France en restauration, quoi. Oui, dans les premières années, parce Ouais. que je crois qu'il y avait eu 2 sessions avant moi. Oui, d'accord. Donc, D'accord. Alors, oui, donc pour en revenir à vos débuts, quelles ont été vos motivations et vos envies pour vous tourner vers ce métier-là? Qu'est-ce ce métier. Ouais. Alors ça, c'est un petit peu, enfin, ça va peut-être être un peu décevant, notamment à l'heure actuelle où on nous parle beaucoup de la liberté de choix. Moi, j'ai déjà pas eu beaucoup de liberté de choix dans le sens où à l'école, j'étais pas très bon élève. Donc, dans ces années-là, c'était vite vu, vous étiez pas bon élève, en 5e, hop, Ouais, on d'accord. vous éjectait du milieu scolaire, et après, on vous laissait le choix. C'était beaucoup, on va dire, le centre d'orientation, là, qui vous mettait dans les métiers où il y avait besoin d'avoir du monde un petit peu. Ouais. Ouais. Donc, les choix étaient vite faits. Donc D'accord. après, on vous disait, mécanique automobile, bon, le cambouis, c'était pas trop mon Ouais. truc. Métier de bouche, moi, c'était pas non plus quelque chose qui Donc m'intéressait. en artisanat, il y avait un Voilà. peu de demande? Et en artisanat, on m'a dit, il y a les métiers du bois. J'ai dit, moi, j'ai toujours bien aimé bricoler, faire des petites choses comme ça. Donc j'ai dit, allez, go, je vais dans les métiers du bois. Donc c'est pas un réel choix. Ouais, Voilà, d'accord. c'est pas comme quelqu'un maintenant, vous savez, maintenant on vous donne beaucoup Oui, de choix. oui, On oui. vous dit qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que vous préférez ça ou ça. Puis familialement, moi c'est pareil, famille d'ouvriers, on vous laissait pas trop de choix. Hein. Si ça marchait pas à l'école, tout de suite on vous éjectait du milieu scolaire. On ne vous poussait pas non plus à dire si, essaye de forcer un petit peu, tu vas peut-être pouvoir faire des études dans autre chose. Puis vous voyez, moi c'était en 5e. En 5e, grosso modo, vous avez 14 ans. Hein. 14 ans à l'époque. Oui, pour savoir quoi faire. Savoir quoi faire, puis sûr, intellectuellement, voilà. Ah oui, non, mais à tous les âges, de toute façon, voilà, c'est compliqué. Donc je dirais que c'est un choix par défaut. J'ai pris le moins pire. Oui, mais c'était naturel en soi. Voilà, c'était naturel. Mais je me suis... Alors, à l'inverse de ça, à l'école, pour moi, c'était très difficile parce que je n'aimais pas du tout le milieu scolaire, le principe de formation scolaire. Mais dès que je suis rentré dans le métier, ça m'a tout de suite plu et je me suis mis à fond là-dedans. Et je dirais que même scolairement, j'ai pu acquérir des choses que je n'avais pas acquises avant. Okay. Au travers de la formation qui était avec la formation professionnelle, quoi. Et franchement, ça m'a révélé. Je peux dire que j'ai été épanoui. Voilà, alors que je ne l'étais pas du tout avant. Donc c'est un petit peu, vous voyez, d'un choix par défaut, il s'est transformé en quelque chose d'évident après. J'ai dit, oui, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Il ne fallait pas que je continue dans un système qui ne me convenait pas, quoi. D'accord, c'est vraiment super intéressant tout ça. Ouais. Okay. Ah oui, mais et c'est en ça où quelque part le système scolaire actuel est quand même beaucoup plus formateur. Alors dans le sens où vous avez beaucoup plus de choix, mais quelque part pour des gens comme moi où on a tendance à être, les gens qui ont un petit peu de difficultés scolaires vont être tendance à être accompagnés à l'école plus longtemps et ils vont être toujours dans ce marasme où c'est pas leur truc. Ouais. Vous voyez. Et donc, ils vont continuer, ils vont ramer encore des années, très bien. Et ils vont se mettre dans un milieu qui va leur convenir, mais relativement tard. C'est notamment pour ça qu'il y a de plus en plus de reconversions. Moi, avec les recherches que je fais pour mon sujet, vraiment, il y en a de plus en plus. Et alors la reconversion, si on vient parler de la reconversion, dans nos métiers, malheureusement, c'est très compliqué parce qu'on est quand même des métiers vraiment de la main, et plus on commence tôt, mieux c'est. C'est un peu comme la musique, c'est-à-dire que quelqu'un qui va apprendre à faire du violon à 30 ans, il va faire du violon, il va arriver à sortir ses notes, mais ça va jamais être un virtuose. C'est marrant parce que j'avais interviewé un ébéniste, designer contemporain sur Paris qui, lui, me disait exactement la même chose, c'est comme la musique, et plus on le fait tôt, et mieux c'est. Parce que, c'est-à-dire que, alors ça c'est un avis personnel, j'ai aucune compétence là-dedans, mais je pense qu'au niveau du cerveau, il se crée des automatismes, il se crée même visuellement, vous voyez, je dirais, vous voyez certaines choses, des alignements, certaines formes, enfin vous voyez, et je pense que plus on est jeune, un peu comme les langues, vous voyez, ce sont des choses qui vont plus facilement vous créer je dirais, un petit avantage par rapport aux autres, parce que vous l'avez fait jeune, alors que quand on est plus âgé,
et ben, va falloir plus ramer, va falloir plus aller chercher, plus, vous voyez, ça va être moins automatique. Ouais, d'accord. Et je pense que c'est pour ça que le fait de commencer jeune, c'est une bonne chose. D'accord, ouais. Donc la reconversion, c'est bien, mais je pense que ça peut créer des limites. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'artisans d'art issus de reconversion? Non, pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Alors quelques-uns, mais pas... J'avais trouvé une statistique, mais alors je ne sais pas du tout si elle est vraie. Je crois que ça venait d'un sondage, mais comme quoi apparemment 60% des artisans d'art étaient issus de reconversion. D'accord, ah oui, ça me paraît. Après, peut-être que ça dépend des métiers, je sais pas trop, ça serait... Oui, faudrait que je regarde plus en profondeur, mais... En tout cas, oui, j'ai trouvé beaucoup de choses sur la reconversion, donc c'est quelque chose de très intéressant à étudier. Alors, c'est vrai que les artisans d'art aussi, c'est une appellation qui est tellement généraliste, parce que ça va aller du restaurateur comme moi, qui travaille, entre guillemets, l'art, c'est l'objet qui correspond à l'art, mais c'est pas mon métier. Moi, c'est un métier très technique. Toujours en retrait par rapport à l'objet. Par rapport à un designer, où lui, son métier, c'est vraiment de la création. Donc, vous voyez, et donc dans l'art, vous allez avoir le bois, vous allez avoir le fer, vous allez avoir le verre, enfin, vous avez un nombre de métiers qui est énorme, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, vous allez avoir des sculpteurs qui, eux, sont quasiment des artistes, mais qui vont être qualifiés dans les métiers d'art, quelquefois. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu... c'est compliqué de nous mettre tous dans la même... oui, c'est vrai que... Voilà, dans la même appellation. J'ai un peu du mal, des fois, à faire vraiment le lien entre l'artiste et l'artisan. Et l'artisan d'art, c'est trois choses différentes. Et c'est des notions ce sont des notions qui sont très modernes. Parce que avant, le peintre, même le peintre portraitiste, c'était un artisan. Ah oui, d'accord. Artisan, ça veut dire art aussi. Ça veut dire fabricant en art. Donc c'était et les peintres portraitistes, même les grands peintres, les Léonard de Vinci, des choses comme ça, la base des tableaux n'était pas faite par eux. Ils avaient une multitude d'apprentis qui faisaient les bases, qui faisaient les premières couches, qui faisaient tout. Et puis eux, ils venaient à la fin, ils remettaient les petites choses comme ça. Alors il y a quelques tableaux où c'est de leurs mains propres, vous voyez, des choses comme ça. Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient de l'atelier. Donc il y avait une vraie... c'était beaucoup plus proche que maintenant. Alors que maintenant, l'artiste, c'est vraiment le créateur. On associe l'artiste au créateur. C'est ça, donc, et c'en est arrivé à des points où maintenant, je dirais vraiment, que ce soit en tableau ou en art plastique, vous avez même des artistes qui ne font même plus l'objet. Oui. Ils le pensent et ils disent à des techniciens, vous me réalisez ça. Oui, il y avait des sculpteurs qui faisaient ça. Je crois que Rodin faisait ça notamment. Oui. Donc c'est quasiment des intellectuels, mais plus ni des artisans, quoi. C'est-à-dire que la main n'a quasiment plus d'importance. Eux, il n'y a que le regard et la réalisation de leur pensée. Oui, c'est vrai. Donc, et le designer, c'est un petit peu ça. Il y a beaucoup de designers qui ne travaillent que sur le papier et qui ne travaillent pas du tout à la réalisation. Les concepteurs. Puis bon, à l'époque, vous aviez Charlotte Perriand, Prouvé, tous ces gens-là. Ils faisaient le trait, ils faisaient le dessin, ils faisaient cette chose-là. Mais après, c'était réalisé par des ébénistes, et des ébénistes réalisateurs, mais qui n'étaient pas du tout le concepteur de l'objet. Donc c'est un petit peu compliqué de saisir vraiment. Et très souvent, des gens qui viennent, moi je vois dans le métier ou qui viennent pour se renseigner, très souvent se trompent parce qu'ils pensent en venir en restauration et en ayant un métier très artistique où ils vont pouvoir un petit peu créer. Alors moi je leur dis non, pas du tout, vous n'allez pas du tout créer. Et de la même façon qu'ils veulent faire ébéniste, je leur dis ça va être difficile, un ébéniste, d'être le créateur. Très souvent, si vous voulez être le créateur, il faut déjà vous faites du design, et après, vous allez faire des ébénisteries. Oui, c'est vrai que c'est souvent séparé maintenant entre le bureau et l'atelier. Tout à fait. Et c'est vrai que celui qui va être un très bon manuel sera pas forcément, il va pas faire forcément des très beaux meubles. Il va pas dessiner forcément. Pas forcément. Et quelqu'un qui va avoir un très bon coup de crayon, qui va penser des choses comme ça, sera peut-être un piètre exécutant.
Vous voyez, c'est vrai. c'est pas touchant. Et c'est le gros. Enfin, moi, ce que je trouve, le summum de l'ébénisterie, c'est le XVIIIe siècle, et notamment l'époque de la Régence. D'accord. Parce que avant la Régence, il y avait encore beaucoup, c'était les architectes, des choses comme ça, qui concevaient on va dire les meubles, et les ébénistes étaient plutôt là pour la réalisation, à part grands ébénistes, des choses. Mais sous le XVIe siècle, souvent c'était un petit peu comme ça. Et vraiment, au début du XVIIIe siècle et ensuite à la Régence, là on a vraiment le sentiment que celui qui a le coup de crayon et celui qui réalise derrière, c'est la même personne. La même personne, d'accord. Là, vous voyez, il y a une espèce d'osmose qui se crée. Et à partir du 19e siècle, à nouveau, l'ébéniste, il se fait piquer sa place. Et c'est à nouveau des gens qui vont faire des meubles, et l'ébéniste va être que le simple réalisateur. D'accord. Et l'ébénisterie au 19e siècle, ça s'appauvrit un petit peu. Et ensuite, il y a eu un petit peu un renouveau au début du 20e siècle, avec des choses comme ça. Mais ça reste des designers à ce moment-là, ou des gens qui sont des architectes, des choses comme ça. Mais l'ébéniste, il s'est fait piquer sa place. Et après, il y a eu très peu de gens qui ont fait à la fois la fabrication et la création. Ok, d'accord. Super intéressant. Alors, ma prochaine question, elle concerne un peu le vif du sujet au niveau de mon mémoire. Mais qu'est-ce que ça vous apporte, votre métier aujourd'hui? Alors, c'est un peu une introspection. C'est essayer de mettre des mots sur les émotions et ce que ça nous donne dans notre vie, ce métier-là, ce métier artisanal. Donc voilà, au niveau au niveau de vos valeurs un peu, et puis d'une manière un peu philosophique aussi. Voilà, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors ça, c'est un petit peu compliqué parce que c'est antagoniste. Parce que quelque part, ça apporte beaucoup de choses de satisfaction personnelle. Au niveau de la réalisation, au niveau de ce qu'on est capable de, on va dire, de fabriquer, alors pas de fabriquer, mais de révéler, et en même temps, ce que l'on est capable un petit peu de mettre on pourrait dire ça, de faire revivre l'objet, vous voyez, ce côté un petit peu renaissance de l'objet. Et en même temps, c'est très douloureux, parce qu'en réparation, alors moi je vous parle vraiment pour mon métier, en réparation, c'est très difficile d'être satisfait, parce qu'on ne sait jamais où s'arrêter. Ouais, je vois. Donc il y a une frustration qui se crée dans le sens où on voudrait toujours plus, et en même temps, il y a l'impératif de délai, l'impératif de prix que vous me parliez au départ, donc ces impératifs-là. Et en même temps, donc vous voulez aller au plus loin au niveau de la réalisation, et en même temps, il y a ce côté où malheureusement, on ne peut pas aller toujours où l'on voudrait aller. Donc il y a une petite frustration qui se crée. Et en plus, vous ne pouvez pas toujours réaliser ce que vous souhaitez parce que techniquement, ce n'est pas toujours possible. Parce que l'objet a trop subi de dégradation avant, parce qu'il est pas dans l'état que vous espériez. Enfin, vous voyez. Donc, c'est très, très antagoniste. Donc, il y a des périodes où vous êtes c'est un petit peu comme la bipolarité, vous voyez. Il y a des périodes où vous êtes un petit peu euphorique, vous dites, wow, c'est formidable, j'ai réussi un truc super. Et puis 2 jours après, vous allez être au fond du trou parce que vous dites, j'y arrive pas, comment je vais m'en sortir, quoi. Donc c'est un métier qui est vraiment en dents de scie. Ouais, d'accord. Donc c'est un petit peu difficile et puis vous avez toujours ce côté financier parce qu'on est des petites structures, donc faut pas oublier qu'il y a les charges qui arrivent, qu'il y a les salaires, enfin qu'il y a toutes ces choses-là. Donc des fois, faut un petit peu, je vais pas dire bâcler parce que c'est pas le terme, mais un petit peu, on va dire, survoler certaines parties de l'objet parce que ça se voit moins, et puis intervenir plus dans d'autres parties. Donc vous êtes un petit peu toujours sur ce fil comme un équilibriste, et essayez de ne pas tomber ni dans un sens ni dans l'autre. Donc ce sont des métiers un petit peu frustrants. D'accord, voilà. Au niveau de... Oui, et c'est malheureusement en vieillissant, la frustration s'agrandit. Parce que l'époque a changé, et on nous demande de plus en plus de réparer à des coûts moindres. Ah oui. Parce que la valeur de l'objet ayant baissé, on nous demande de réparer à des coûts moindres. Donc alors que moi j'espérais, en avançant dans le métier et en ayant acquis, je dirais, une certaine notoriété, et au travers du concours, par exemple, vous voyez, à travers ces choses-là,
je dirais, avoir des restaurations plus satisfaisantes pour moi. Ah oui. Alors que le fait du prix de l'objet qui baisse, malheureusement, je ne réussis pas à... Oui, d'accord. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que les temps changent de plus en plus vite. Plus vite, voilà. Et de plus en plus rapidement. Vous devez vous sentir un peu déconnecté par rapport à vos débuts, je veux dire. Oui, tout à fait. Oui, au niveau de la mode, hein, on va dire. Hein, Ouais. parce qu'il faut parler de ça, hein, c'est quand même une mode. Hein, la décoration, c'est une mode comme une autre. Donc, la mode du meuble ancien étant présente, ça plaît moins, les prix baissent. Enfin, vous voyez, c'est un ensemble de choses qui font que, oui, on est obligé de s'adapter. Forcément, on est obligé de s'adapter à l'époque. C'est pour ça que je me suis mis un petit peu plus, vous voyez, sur du mobilier plus contemporain, entre guillemets, parce que maintenant, vous avez beaucoup de mobilier, notamment des années 50, qui font des prix très importants, et sur des mobiliers comme ça, vous pouvez faire une bonne réparation. D'accord. Oui, maintenant, pour faire une bonne réparation sur du meuble 18e, il faut vraiment un meuble, du meuble qui soit signé, du meuble haut de gamme, quoi. Et sur du mobilier 19e, genre du Louis-Philippe et des choses comme ça, vu l'effondrement du prix sur ce type de meuble, on ne peut plus vraiment faire des belles réparations. Faire des belles réparations. Oui, puis en plus, souvent, le tarif de la restauration va même dépasser la valeur du meuble. Alors après, il y a une autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est l'attachement de la personne à son objet. Oui. Vous avez certaines personnes, c'est le meuble de leur grand-père, ils y tiennent à ce moment-là. On échappe à cette problématique. Parce que à ce moment-là, le monsieur nous dit non, moi j'y tiens, vous me le faites comme il faut. Bon, ok, là on peut travailler correctement. Mais vous voyez, on est des métiers qui sont vraiment des métiers où il n'y a pas vraiment de règles. La règle, elle dépend de l'objet, elle dépend de la clientèle, et puis elle dépend de ce que la clientèle veut au travers de son objet en plus. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut quelque chose qui soit vraiment très bien pour l'objet? Est-ce qu'il veut quelque chose simplement pour pouvoir l'utiliser? Ou est-ce qu'il veut quelque chose qui soit très bien parce que sentimentalement, il y tient? Oui, donc, vous voyez, vous avez plein de cas disons, de possibilités de restauration. Et il faut s'adapter au milieu de tout ça. Donc ça fait que des fois, vous êtes sur des restaurations où vous faites très plaisir. Et puis d'autres fois, non, vous ne faites pas plaisir. Donc ça peut être frustrant. Donc il faut réussir un petit peu à prendre un petit peu de recul, se dire pour cette fois c'était pas comme ça, puis une prochaine fois on va essayer de faire quelque chose qui nous plaît. De la même façon qu'on peut se faire très plaisir sur un meuble relativement banal ou simple, parce que la restauration techniquement elle est intéressante, et d'autres fois sur des meubles de haute qualité ou de belle qualité ou d'un beau rendu, parce que la restauration va pas être intéressante, vous n'allez pas vous faire plaisir. D'accord. Donc il y a aussi ce qui rentre en ligne de compte. Vous avez des restaurateurs qui vont préférer se révéler au travers, je dirais, de l'objet, parce que ça va être valorisant pour eux, parce que l'objet est beau. Et puis vous avez d'autres restaurateurs qui vont se révéler parce que ce qui leur fait plaisir, c'est la technique mise en place pour réparer l'objet. C'est le geste technique. Moi, je serais plutôt de ce côté-ci. Moi, j'aime bien le geste technique. C'est-à-dire que poser un tourillon sur un pied cassé, par exemple, ça paraît bête, mais il y a plein de petites choses qui rentrent en ligne de compte pour que les lignements soient bien faits. On ne part pas comme ça à l'aveuglette, vous voyez. Et c'est des petites choses, quand ça marche bien, quand vous réussissez du premier coup, vous mettez votre tourillon et ça rentre, franchement, ça fait vraiment plaisir. Là, c'est satisfaisant. C'est comme vous faites une queue d'aronde nickel, vous tapez un petit coup de marteau, elle rentre, vous ajustez pas au ciseau, tout. Paf. Donc c'est ça vraiment que vous aimez dans le métier. Ça, c'est des choses où vous allez le côté. C'est un petit peu, je pense, comme le gymnaste. Hop, il fait sur ses anneaux, tout saut périlleux, il réussit son truc, il tombe pile poil. Et quand vous le voyez, vous dites, c'est simple, c'est nickel, ça tombe. Et franchement, c'est ça qui est chouette, quoi. Parce que le côté belle réalisation, mais vous y prenez en 20 fois, non. Parce que quelque part, vous avez galéré. Et ce qui est bien, c'est la fluidité et c'est le geste quand il est là, le premier coup. Mais c'est surtout que ces gestes et ces méthodes, c'est souvent l'aboutissement de nombreuses années de travail. Oui. Il faut remettre le travail sur le temps, remettre, refaire. C'est beaucoup de gestes répétitifs. Beaucoup de gestes répétitifs. Et
Nous, on n'est pas du tout dans des métiers où vous prenez votre pinceau, toc, deux coups de pinceau, vous reculez, vous dites, ouais, c'est magnifique. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Nous, on est dans un geste qui est vraiment technique. Alors, après, vous n'y réfléchissez pas, vous vous dites pas, bon, je mets mon ciseau ici, je tape ici, il faut le faire comme ça. Ça devient automatique. Ouais. Mais c'est le fait de l'avoir refait et refait et refait que ça devient automatique. Oui, je vois bien. Ouais. Et moi, c'est ce que je préfère dans mon métier. C'est le geste technique, quoi. C'est le côté, c'est le côté technique. Et ensuite, ce côté technique, si à la base il est bien réalisé et que vous êtes fait plaisir, vous êtes à peu près sûr que quand le meuble est fini, il sera bien. Ouais. Alors qu'un meuble où vous en avez bavé parce que le meuble a comment vous dire, il n'est pas très bien réalisé ou parce qu'il a des problèmes d'ancienne restauration, vous voyez, vous êtes obligé de revenir en plusieurs fois. Ça fait des restaurations qui sont satisfaisantes, mais vous voyez toujours les défauts. Et vous, en tant que restaurateur, quand vous avez travaillé dessus, on voit que les défauts. Oui. Et on voit pas. Le client, vous lui amenez, vous enlevez la couverture, putain, c'est super par rapport à ce qu'il y avait. Ouais. Mais vous savez que si vous regardez bien, là, il y a ça qui va pas, là, il y a ça qui va pas, là, la couleur de la pièce va pas, là, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Et c'est un petit peu, faut faire avec, hein, il y a un moment, il faut faire avec, mais c'est en ça que je vous disais, il y a une petite frustration qui est toujours là, d'accord. Voilà, à la fin. Mais donc, si vous arrivez à répondre à cette question-là, de quelle manière est-ce que votre métier vous donne du sens à votre quotidien aujourd'hui? Ah oui, alors ça c'est différent là. C'est plutôt une... Ça donne du sens parce que déjà tous les jours je viens avec plaisir. Voilà. C'est-à-dire que je viens pas à reculons. Ouais. Et parce que j'aime réaliser, j'aime travailler le bois, j'aime ce que je vous dis, ce geste technique pour moi c'est quelque chose que j'aime faire. Voilà. Je pense que la seule chose qui me fait continuer et qui fait que je viens toujours avec plaisir, c'est parce que c'est le plaisir que ça me procure au quotidien, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est ce que je vous disais, même une petite chaise banale d'une petite mamie qui vient et qui arrive en disant j'ai cassé mon pied, il y a des fois un petit truc, ça fait plaisir de le faire parce que vous réalisez quelque chose qui est somme toute des fois pas si banal que ça, mais que vous réussissez bien et voilà, c'est un plaisir simple, je dirais. Vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi pour la personne. Voilà, pour la personne, tout à fait. Alors ça, c'est une autre satisfaction, c'est le regard extérieur de la personne à qui appartient l'objet. Parce que bien sûr, vous emmenez l'objet dans un état, vous le ramenez dans un autre. Alors ça, ce sont des satisfactions qui sont plus des satisfactions, je dirais, c'est un petit peu des satisfactions. Enfin, ça fait plaisir, mais ça vous valorise. C'est plus une valorisation qu'une satisfaction. C'est-à-dire que quelque part, on fait un petit peu le torse. Parce que, un petit peu égoïste, mais... Voilà, c'est plutôt le côté... la fierté, plutôt qu'une satisfaction purement personnelle. Parce que la satisfaction personnelle, on la monte pas autour de soi, quoi, hein, c'est quelque chose qui est pour soi. Alors que là, c'est plutôt une fierté, parce que la personne, elle vient, elle appelle son épouse, ou son épouse appelle sa sœur, et puis elle dit, vous avez vu, le restaurateur, il m'a fait ça, regardez, c'est bien. Voilà, vous êtes mis en valeur, donc ça vous fait plaisir. Faut être franc, hein, ça fait toujours plaisir, hein, on est toujours content. Hein. Mais bon, c'est moins personnel. C'est moins personnel. Okay. Mais c'est toujours mieux que certains métiers où quand vous amenez le truc, le client vous fait la tête et vous dit c'est pas bien. On a quand même la chance d'être dans des métiers où le client très souvent est agréable et souvent est satisfait de ce que vous avez fait. Parce que vous avez certains métiers qui sont assez... c'est plus dur. C'est plus difficile, hein, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Oui, voilà, c'est ce que je trouve ça normal, quasiment. C'est le mot auquel j'ai pensé. C'est vrai que le métier d'ébéniste restaurateur, il a quand même une très bonne reconnaissance. Voilà, une belle reconnaissance. Sur les vieux meubles. Oui, tout à fait. Vous avez une reconnaissance. Donc, c'est pour ça que, de la même façon, moi, j'ai des clients avec lesquels... Alors, je ne vais pas dire que ce sont des amis, parce que c'est faux. Les amis, c'est pas du tout la même chose, mais il se crée une forme de lien
entre le client et puis le réparateur, parce que quelque part, c'est un petit peu plus qu'un objet, souvent. Ouais. C'est un objet, mais il y a une histoire. Il y a, très souvent, les gens qui font réparer leurs meubles, ils savent à quel endroit ils l'ont acheté. Ouais. Des fois, ils savent d'où il vient. Il vient de la grand-mère. Vous voyez, donc, il y a un attachement qu'ils ont à l'objet, que le réparateur leur permet de faire perdurer cet attachement. C'est pas un objet manufacturé tout simple, où qu'il y a certainement moins de reconnaissance. Alors bon, quand ça a été fabriqué, où le client a fait son plan, a fait ces choses-là, c'est différent, vous voyez, par exemple. Mais très souvent, les gens, ils vont aller dans un magasin, je sais pas, n'importe quoi, ils vont acheter un truc manufacturé, ils achètent, pour eux, c'est normal. S'il y a la moindre petite chose, ils vont dire non, vous avez vu, ça va pas, c'est pas bon. Je pense que les gens qui travaillent dans ces métiers-là, il y a moins de valorisation. Oui. Alors que nous, on a quand même, franchement, et vraiment ma clientèle, moi je me plains vraiment pas, parce que c'est vraiment des gens qui sont, j'ai 95% des clients, c'est des gens charmants, quoi. Ouais. Ok. Alors après, c'est ce que vous mettez aussi avec, hein. C'est pareil, si vous êtes un peu, on va dire, quelqu'un de renfrogné qui va pas vers les gens, ça va pas faciliter, hein, bien sûr. Hein, c'est aussi à vous d'aller vers les gens, de faire cette démarche. Mais franchement, oui, non, j'ai une clientèle vraiment. Oui, c'est aussi notamment avec votre travail que ça en arrive là, avec vos capacités, votre technique à vous, que je pense vous avez. Oui, il faut que le rendu soit bien, voilà. C'est certain. Alors après, c'est toujours pareil, on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Hein. Ouais. Je ne me prétends pas irréprochable. Ça m'est arrivé plus d'une fois de faire des choses, mais à ce moment-là, c'est à vous de voir le défaut et puis de se dire non, là je ne peux pas livrer, c'est vraiment trop, et vous reprenez. Hein, parce que la personne qui se dit non, moi c'est toujours bien, je fais jamais d'erreur, ça j'y crois pas. Hein. Franchement, même après des années d'expérience, il y a toujours des moments, des passages à vide, où il y a toujours des choses qui sont difficiles à réaliser et qu'il faut faire en plusieurs fois, parce que la première fois ça marche pas. Et oui, ça, faut en être conscient, quoi. C'est pas, faut vraiment pas s'endormir sur ses lauriers. Hein. Moi je vois, les erreurs. Trop souvent, les erreurs viennent de choses que l'on réalise d'une façon trop banale. Ouais, on ne se pose pas suffisamment de questions. Donc, et c'est tout ça qui est intéressant dans le métier. Pour en revenir à ce que ça apporte au niveau du métier, c'est pareil, ce sont des métiers où on se pose toujours des questions. On ne fait jamais d'une façon répétitive, ouais. Parce que chaque réparation est différente, chaque objet est différent. Donc, du moment que l'objet est différent, que la base est différente, la technique pour réparer va être différente. On ne va pas employer les mêmes techniques, on va faire ça et puis, comment on va le réaliser? Des fois, même au départ, on ne le sait pas vraiment, hein, on part un petit peu dans le vide. Ouais. Alors, avec ça, moi, les recherches que je fais, elles montrent que notre société, que notre système d'éducation met souvent l'un contre l'autre les métiers intellectuels et les métiers manuels. Ah oui, oui. Alors de moins en moins quand même. Oui, de moins en moins. Oui. Mais alors, je veux dire par là que en fait, il y a aussi beaucoup de réflexion dans ces métiers-là. Ah oui. Ah ben c'est même principalement. Comment dire, le métier n'a pas lieu d'être s'il n'y a pas de réflexion. Hein. Parce qu'à ce moment-là, vous faites rien. Je pense, et sans critiquer quelque profession que ce soit, mais je pense qu'un ébéniste a beaucoup plus de réflexion et fait un métier beaucoup plus intellectuel qu'un employé de banque. Enfin, qu'un guichetier, on va dire. Je ne vais pas dire l'employé de banque, parce qu'il y a des choses des fois très intéressantes. Mais quelqu'un qui a un guichet, ou qui a un guichet de la SNCF, ou qui distribue des billets, vous voyez. Alors que les gens vont dire, bah non, la banque, c'est un métier plus intellectuel. Non, c'est un métier, je pense qu'il y a un métier manuel qui est intellectuel, puis vous avez d'autres métiers qui ne sont pas manuels, mais qui ne sont pas non plus intellectuels. Vous voyez, qui sont des métiers, c'est des métiers, mais tous les métiers sont intéressants, hein, c'est pas je les critique pas, hein, c'est pas je veux pas les critiquer, mais les métiers comme les nôtres sont des métiers qui sont très intellectuels, dans le sens où si vous voulez faire quelque chose de bien à la fin, faut l'avoir construit dans sa tête avant. Tout à fait, ouais. Construit sa réparation.
on fait ça à tel moment, à tel moment. Et c'est valable pour énormément de métiers dits manuels. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Vous savez, un électricien, s'il n'a pas réfléchi à son câblage avant et qu'il part comme ça, il arrive avec ses fils et puis il dit je pose ça. Non, ça ne va pas marcher. Hein. Il va falloir qu'il dise non, je mets ça, et puis quand il tire ses fils, il faut bien qu'il les remette. Alors il y a une technicité, mais il y a quand même de la réflexion. Il y a une réflexion. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de toujours opposer et je pense que le meilleur des manuels, c'est quelqu'un qui aurait pu être un très bon intellectuel. Et je pense que c'est à ce moment-là où le manuel est bon. Parce qu'un manuel qui ne fait que du travail manuel ne sera jamais un très bon manuel. Il peut être un bon exécutant pour certaines tâches, mais s'il veut faire des choses, je dirais, d'ampleur, eh ben, il va tout de suite être coincé. Ouais, je vois très bien, c'est vrai. Et c'était pour en revenir pareil, parce que moi je suis toujours un peu sur le 18e, aux ébénistes du 18e, c'était des gens qui avaient un très haut niveau intellectuel. Par exemple, des gens comme Boulle, ils discutaient directement avec le roi. Oui, bah oui. Et donc c'était comme si vous alliez parler avec Macron ou avec... les ébénistes de l'époque, c'est du niveau des grands architectes qu'on peut voir maintenant, comme Nouvel, comme ces gens-là. Une très grande reconnaissance. Voilà, une très grande reconnaissance, et c'était des gens... ils ont créé des objets et des meubles avec des techniques qui n'existaient pas, donc ils créaient la technique. Des matériaux que jamais personne n'avait travaillé avant. C'est vrai que c'est vous avez des cailles de tortue, vous avez le laiton, vous avez la corne. Vous voyez, il fallait oser aller mettre de la corne, aller mettre des choses comme ça. Vous voyez. Donc, ce sont des gens qui se sont creusés la tête. Et c'était des gens qui avaient une vraie réflexion. Et puis, pour faire les formes, il fallait les sortir les formes. Puis même, c'est vrai que les premiers qui ont aplati une corne pour faire la marqueterie. Et puis, toute cette technicité, il fallait non seulement, alors elles sont apparues au fur et à mesure, mais il fallait quand même les mettre au point. Toutes les teintes, parce que les teintes, ça c'est pareil, on n'avait pas les teintes chimiques où on va chez le droguiste chercher son truc. Il fallait trouver comment réaliser les teintes, comment faire les mordançages. Après, c'était fait avec des plantes. Enfin, vous voyez, c'était tout. Ils avaient leur secret avec leur petit cahier parce qu'ils avaient mis au point leur technique de mise en teinte. Donc, vous voyez, il y avait un petit côté chimiste aussi. Parce que les teintes employées, si vous prenez juste de la teinte et que vous mettez dessus, ça ne marche pas. Il fallait que ça pénètre dans le bois. Donc, il y avait un mordançage qui était fait avant. C'était de la recherche. Voilà, c'était de la recherche. Donc, il y avait le côté un petit peu chimiste, le côté recherche de différents matériaux, le côté technique, comment y réaliser, et puis le côté esthétique. Vous voyez la palette un petit peu de... C'était savoir-faire. Voilà, il y avait un vrai savoir-faire. Franchement, c'était des... Non, c'était vraiment... Et c'est vrai que le côté réalisation faite par ces ébénistes-là était autant une réalisation intellectuelle qu'une réalisation manuelle. D'accord. Ouais, c'est vrai. Et c'est un petit peu pour ça, pour en revenir un petit peu aussi, c'est que les gens qui faisaient un petit peu qui étaient les grands ébénistes, à la fin, dans leur carrière, quand ils commençaient à être connus, ils ne réalisaient plus pratiquement. Ouais. On en revient un petit peu à ce que l'on disait, c'est-à-dire qu'ils faisaient réaliser, ils créaient, ils faisaient les dessins, ils faisaient les choses là, et puis c'était les ouvriers qui faisaient la réalisation proprement dit. Et de la même façon non plus, il ne faut pas se tromper sur les ateliers, où les ateliers étaient quand même des ateliers très souvent avec beaucoup de personnel. C'était pas des petits ateliers comme nous, on est tout seul, et on est très polyvalent. C'est-à-dire que dans ces époques-là, l'atelier, vous aviez des gens qui faisaient que les bâtis. Ah oui, des meubles. Que les bâtis, des meubles. Vous aviez d'autres personnes, eux, qui faisaient que le plaquage, d'autres qui faisaient que la découpe des marqueteries. Ouais. Donc c'était vraiment très théorisé au niveau du travail. Et c'est vrai que notamment à l'époque, il y avait aussi une plus grande proportion de la population qui travaillait en artisanat. Oui. Oui, il y avait, c'est-à-dire que c'est quasiment que de l'artisanat à ces époques-là. Il y avait l'industrie, c'est vraiment le 19e siècle. Hein. Les premiers grands ateliers, vraiment grands ateliers qu'on pourrait dire industriels, de l'ébénisterie, c'est le début, fin 18e, début 19e, avec les maisons comme Jacob, voilà, où ils ont vraiment commencé à industrialiser, à faire ça d'une façon... Avant, c'était encore de l'artisanat, oui. C'était encore des ateliers qui étaient certes importants, mais qui restaient sur une base d'artisanat, quoi.
Ok, eh ben, très bien. Alors, pour un peu finir, est-ce que vous avez des conseils pour des étudiants ou des adultes en reconversion qui souhaitent se tourner vers l'artisanat? Alors, des conseils, alors j'en dirais, le premier déjà, ce serait d'être très motivé, Mhm. parce que bon, ce sont des métiers difficiles, hein, que ce soit tous les métiers de l'artisanat, hein, c'est pas simple, hein, donc alors vous avez certains métiers qui sont plus faciles que d'autres, je pense qu'ils sont plus faciles dans le sens où on peut mieux gagner sa vie, voilà. Ouais. C'est plus facile ensuite d'investir, de faire des choses comme ça, voilà. Après, dans les métiers, ce que je dirais métiers d'art, hein, parce que bon, c'est un petit peu ma spécificité, ce sont des métiers où on a assez peu de marge au niveau de... Donc, c'est difficile d'investir, c'est difficile de voir une projection, je dirais, sur du long terme. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vraiment très motivé, pas regarder ses heures, ça c'est certain. Et puis se faire plaisir, hein, c'est vraiment avoir envie de se faire plaisir. Si on s'en donne les moyens, ça en vaut la peine. Oui. Mais faut toujours garder, faut toujours. Alors je vais peut-être paraître un petit peu terre à terre avec ça, mais faut jamais oublier le côté financier, parce que vous allez vous faire plaisir si quelque part vous avez toujours une petite réserve financière. Si vous êtes toujours à la ramasse financièrement et que vous êtes obligé de ramer pour finir les fins de mois, il y a un moment où vous ne ferez plus plaisir. Parce que vous n'allez plus pouvoir aller de l'avant, vous n'allez plus pouvoir, vous n'allez pas avoir suffisamment de confort pour pouvoir investir soit sur de la recherche, soit sur de la qualité, vous voyez, sur des choses comme ça. Donc il faut quand même toujours essayer de garder ce côté financier qui est quand même, à mon avis, hein, oui. qui est quand même très important. Oui, alors par rapport à ça, il y a une question que je ne vous ai pas posée, c'est est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre parcours depuis votre formation au départ, c'est-à-dire dans l'évolution de tout votre parcours dans votre métier? Alors des difficultés à quel niveau? Tout niveau, que ce soit peut-être à des moments où vous n'avez pas pu aboutir des projets, que ce soit dans le métier. Alors je dirais que les difficultés, elles n'ont pas été les mêmes à chaque période. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez plutôt des difficultés à pouvoir acquérir des belles pièces pour faire une belle réparation. Donc c'est parce que bon, au départ, vous débutez. Ouais. Donc vous êtes dans une recherche, je dirais, d'objets. Donc la difficulté, c'est de démarcher la clientèle. C'est ça qui est compliqué, de se faire un carnet d'adresses. Et puis au fur et à mesure que vous avez ce carnet d'adresses, après la difficulté, c'est de pouvoir garder une qualité de travail qui soit associée au carnet d'adresses. Ouais, d'accord. Vous voyez, c'est un petit peu ces choses-là. Et puis après, la difficulté, je dirais, qui est inhérente à ces dernières années, eh bien, c'est la baisse du carnet d'adresses à nouveau, du fait de changement de la mode. Oui. Et à ce moment-là, vous repartez un petit peu dans il faut essayer de reconquérir de nouveaux acteurs qui viennent vous présenter des objets. Et donc, vous repartez un petit peu comme au début. Vous voyez, c'est un petit peu le sentiment que j'en ai, de repartir. Donc, je dirais que c'est jamais acquis. Voilà. Alors que moi, je pensais, au vu du démarrage de l'atelier, je pensais monter un petit peu, vous voyez, comme on monte des marches, crescendo, chop, une petite étape après l'autre. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus en dents de scie. On est plutôt sur on monte, on redescend, et puis quand on descend, on descend des fois très bas, des fois moins bas. Après, il faut regravir un petit peu. Vous dites à nouveau un palier, vous dites, c'est bon. Puis, vous voyez, c'est beaucoup plus irrégulier que je ne pensais. Alors que moi, je pensais... alors, c'est peut-être aussi parce qu'à l'époque où j'ai débuté, on nous parlait beaucoup de ça, du côté ascensionnel. C'est-à-dire que vous débutiez, voilà, un petit peu comme dans la vie, quoi. Vous allez avoir votre appartement, vous achetez votre appartement, après vous allez acheter la voiture. Enfin, vous voyez, il y avait ce côté un petit peu, encore les 30 glorieuses, vous voyez, un petit peu. Et c'est vrai que moi j'ai débuté, donc début des années 80. On a commencé, c'était vraiment le début du chômage de masse, vous voyez, on a commencé à être un petit peu dans les restrictions. Il y a eu des belles années pour la restauration.
Et puis après, ça a été un petit peu en dents de scie. Donc, on n'est plus sur quelque chose de linéaire ni d'ascensionnel. On est plutôt sur des choses en dents de scie. Et vous pensez exercer pendant longtemps encore? Alors, moi j'ai 58 ans, donc je pense aller jusqu'à vers 65 ans à peu près, encore entre 5 et 8 ans, quoi, 5 et 7 ans, quoi, des choses comme ça, quoi. Ok. Donc après, après ce qui serait bien, c'est de pouvoir transmettre l'entreprise. Parce que bon, il y a quand même un carnet d'adresses qui est assez important, il y a un savoir-faire, donc c'est vrai que tout en sachant que ce sont des entreprises qui ne sont pas du tout valorisées et qui sont... Bon, c'est compliqué de trouver un repreneur. Parce qu'il est certain que quelqu'un qui débute, il peut s'installer dans un petit estanco et puis débuter tout seul, grosso modo. Donc, reprendre une entreprise, c'est pas comme quand vous reprenez une entreprise où il y a beaucoup de salariés, ou quand vous reprenez votre entreprise, vous savez que tout de suite, il va y avoir un volume de travail, des choses comme ça. Là, c'est des petites entreprises, donc le volume de travail est plus important, mais il y a quand même un certain, il y a quand même un carnet d'adresses qui fait que ça peut aider au démarrage, je pense quand même beaucoup. Donc je sais pas, je me suis jamais renseigné encore pour l'instant, mais bon, j'ai une apprentie, peut-être qu'elle continuera après comme salariée, et puis vous voyez, essayer de transmettre comme ça peut être une bonne solution, je pense. Quoi. Eh ben, super, merci beaucoup, moi c'est fini pour écoutez, j'espère que votre mémoire... Ouais, et ben c'était vraiment très enrichissant. Va bien Puis j'espère que, comme vous me disiez, qu'il y avait vous avez vu plusieurs personnes, donc vous allez pouvoir faire un peu un mix. C'est ça, ça fait un peu de diversité.